c'est important de parler de la protection sociale et c'est aussi important de parler tout court de social dans ces rencontres puisque c'est aujourd'hui la journée, je pense, des violences faites aux femmes et rappeler que nous avons signé dans la branche au mois de juin un accord sur le sujet des VHSS qui a été travaillé pendant longtemps et qui est, je pense, de très grande qualité et qui a été signé à l'unanimité avec les syndicats de la branche. Je voulais saluer M. Laurent Lafont, qui vient d'arriver, président de la Commission des affaires culturelles du Sénat, qui sera dans la prochaine table ronde. Et pour entamer la dernière partie, qui est la partie réglementaire, je vais vous présenter le manifeste de l'Access. Alors, vous pouvez le télécharger avec le QR code. Donc, je vous laisse pour ceux... il fait 67 pages. Donc, je vous propose de le télécharger. Je vous laisse quelques secondes. Sinon, il est sur le site access.tv. Et donc, vous avez accès librement dès maintenant et dans les prochains jours. Tout à l'heure, en introduction, notre présidente, Valérie, a posé la question, en fait, du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Comment, au fond, à la fin de cette matinée, il fallait voir notre situation. On est aujourd'hui au milieu des années 20, 4 ans après la publication des 3 décrets qui régissent notre audiovisuel, le décret TNT, le décret SMAD, le décret CAPSAT. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en France, on ne s'occupe pas des éditeurs. L'éditeur, c'est un peu le parent pauvre de la régulation, celui dont on pense qu'il est là pour toujours, qu'il est immuable, qu'il soit en TNT ou qu'il soit en CAPSAT, et qui est au fond oublié dans toutes les réflexions qui sont menées depuis la publication des décrets. Pourtant, les chaînes thématiques sont un pilier vraiment historique. Ça fait 40 ans qu'elles existent. On va fêter l'année prochaine les 40 ans de Paris Première, qui est le leader de la télévision payante. Mais aujourd'hui, ce pilier auquel vous êtes habitués, il est en grande difficulté. J'insiste sur ce message. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Et je pense que, et on va y revenir, s'il ne se passe rien, si on ne se préoccupe pas au niveau de la régulation et des pouvoirs publics des chaînes thématiques, il y en a beaucoup qui vont disparaître. Et je suis extrêmement solennel dans ce message. Alors, pourquoi ce manifeste ? Parce que on vient de passer 40 années d'innovation éditoriale. Vous avez eu encore des exemples tout à l'heure, de créativité, de découverte de talents. Combien d'animateurs et d'animatrices, d'acteurs et d'actrices ont commencé sur les chaînes thématiques ? Il me faudrait une demi-heure pour tous les citer. Donc nous sommes toujours ce laboratoire, mais pendant que les usages explosent, et là encore la table ronde sur l'hyperdistribution vous l'a montré, ben nous on continue à vivre dans un cadre réglementaire qui n'est plus du tout adapté et qui date parfois, j'y reviendrai, des années 80. Donc ce manifeste, il pose un constat clair sur notre situation, propose des mesures assez simples et urgentes. Alors, évidemment, quand on voit ce slide, on se dit c'est un secteur dynamique. Il y a 111 chaînes thématiques en France, des petites, des grandes, avec une domination toujours des 2 grandes thématiques qui sont fiction cinéma d'un côté et le sport de l'autre. Mais si c'est un secteur dynamique qui lance encore des chaînes, cette année on a lancé 3 chaînes. Ligue 1+, la chaîne de la LFP, Mieux, la chaîne Santé, et Dog & Cat TV du groupe Secom. Alors c'est des chaînes très différentes. Bon, je fais à chaque fois sur Dog & Cat TV ma blague sur la chaîne de niche, donc je ne peux pas m'empêcher de la refaire, excusez-moi. Mais voilà, une chaîne très thématique, à petit budget, la chaîne de la Ligue, une chaîne vraiment puissante, et puis Mieux, qui est une chaîne qui va toucher un secteur très clair, qui est peu adressé aujourd'hui dans notre secteur. Mais derrière ce dynamisme, il y a une vraie fragilité. Alors, quelques quand même
avant de passer aux fragilités, quelques éléments sur les chaînes thématiques et sur leur succès. Vous voyez ces chiffres qui montrent tous la même chose. Ça fait 10 ans en fait qu'on pose la question à nos abonnés de la façon dont ils voient les chaînes thématiques, dont ils les apprécient et ce qu'elles leur apportent. Ce qu'on perçoit sur ces 10 années, sur tous les items d'interrogation, c'est qu'il y a une progression en moyenne de 10 à 20 points de la satisfaction des clients. Ça veut dire quelque chose. Donc ça veut dire aussi que les chaînes, elles apportent une diversité de contenu que les plateformes internationales n'apportent pas. Les plateformes internationales, elles sont quasiment monoproduits. Beaucoup de fiction, de cinéma, un peu de jeunesse, mais très peu de documentaires et très peu de tous les thèmes que vous avez vus à travers les logos dans la slide d'avant. Donc on a une place, on a un rôle auprès des Français qui nous apprécient et qui ont grandi avec nous, et leurs enfants également grandissent avec les chaînes. Les chaînes thématiques aussi, elles sont très regardées. Ça, c'est un slide qu'on ne montre jamais. Tous les jours, les chaînes thématiques sont plus regardées que les plateformes de streaming. Ce n'est pas intuitif. Pourtant, en moyenne, alors ça date de décembre 2024, il y avait 11,7 millions de Français qui ont regardé une chaîne thématique, quand il y en avait 8,7 qui regardaient les plateformes de streaming. Donc ça signifie bien que les chaînes sont installées, qu'elles sont là, qu'elles ont une pénétration, une installation et une habitude de consommation. Auprès de nos abonnés, elles font 22% de part de marché, et sur la totalité du paysage télé, elles frôlent les 10% de part de marché. Elles ont un rôle économique vital, avec à peu près un tiers du chiffre d'affaires de l'audiovisuel, 24% de l'investissement dans la création, 62% du financement des films français. Donc les chaînes payantes, elles ont ce rôle incontournable. Mais le modèle est vraiment dans une situation difficile. En 10 ans, et ça a été évoqué tout à l'heure, je crois, par Laurence, les chaînes thématiques, hors canal, ont perdu 40% de leurs revenus de distribution. 40%. Dans le même temps, elles ont aussi perdu 40% de leurs recettes publicitaires. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de business où on est dans cette situation-là. Mais c'est important de le rappeler. Cette année, il y a 400 licenciements dans la télévision payante, c'est-à-dire un peu moins de 10% des effectifs. Il y a 8 chaînes qui ont été supprimées des écrans des abonnés depuis l'année dernière. Donc je ne sais pas ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire pour que le message soit compris, mais nos chaînes thématiques vont mal et les conséquences, elles sont d'ores et déjà présentes. Alors, on a parlé tout à l'heure de distribution. La table ronde sur l'hyperdistribution était passionnante. Mais il y a un problème aujourd'hui pour nous dans cet univers de distribution très complexe, qui est un double effet d'éviction. D'abord, il y a la télé connectée. La télé connectée, oui, c'est un nouvel écran, c'est un nouveau réseau de distribution. J'ai tout à fait entendu ce qu'a dit Antoine Chotard tout à l'heure. Le problème pour nous, c'est d'y accéder. Alors, on n'a pas visiblement les mêmes chiffres avec Antoine, parce que d'après les calculs de NPA, sur Samsung TV+, il y a 27 chaînes seulement issues du monde des chaînes thématiques, et sur LG, je crois, Philippe, qu'on est à peu près autour de 20, sur plus de 100 services distribués. Donc voilà un nouveau réseau où, au fait, on n'entre pas, où on a beaucoup de mal à rentrer. Et aujourd'hui, les FAST, il y en a 380 en France. 380 chaînes FAST, qui sont issues de groupes, souvent étrangers, avec des catalogues de 100 ou 150 heures qui permettent de faire une chaîne. Je laisse les spécialistes voir ce que ça signifie, un catalogue de 100 ou 150 heures pour faire une chaîne de télé. Il y a de quoi tenir 3 mois. Ces FAST, elles sont diffusées très souvent en anglais. Elles sont souvent absolument à côté des règles
de signalétique pour les enfants, de règles sur la pub, de règles sur les quotas, et elle diffuse sur notre marché. Et on me répond souvent à l'ARCOM, oui, mais tu comprends, Eric, ça fait beaucoup de chaînes à monitorer, ça fait beaucoup de chaînes à contrôler. Oui, mais nous, ces chaînes-là, elles existent aujourd'hui. Ces FAST existent. Non seulement elles existent, mais elles arrivent aussi sur nos univers traditionnels, et notamment l'univers des FAI. La semaine dernière, Free a lancé les chaînes de Rakuten sur son réseau. Et comme l'a fait remarquer Jean-Marc assez poliment tout à l'heure, évidemment, ces chaînes ne sont pas rémunérées par les FAI, et on le voit bien, le risque de substitution et la tentation de substitution entre des chaînes gratuites, financées par la publicité, et des chaînes payantes qu'on doit rémunérer. Le dernier point qui nous inquiète beaucoup sur la distribution, c'est le rachat de SFR. C'est un point extrêmement important qui est devant nous, mais sur lequel nous appelons et nous allons saisir l'ARCOM et l'autorité de la concurrence pour attirer l'attention sur le risque. Dans un marché où on a perdu 800 millions de recettes, avec grosso modo 5 clients, les 4 FAI et Canal, il y a un de ces FAI qui va être acheté, potentiellement, peut-être, par les 3 autres. C'est très clair, ça fait un distributeur de moins et une source de recettes de moins potentielle. Donc nous demandons à l'ARCOM qu'il y ait une étude d'impact qui soit faite au moment de ce sujet et de l'impact du rachat des SFR par les 3 autres FAI soit analysé par le régulateur et par l'autorité de la concurrence. Alors, verre à moitié plein ou à verre à moitié vide, je crois que vous avez quand même largement compris que même si d'habitude nous faisons une analyse ici dans les rencontres assez positive du marché, cette année, nous sommes particulièrement inquiets. L'étude NPA Conseil, qui est largement intégrée dans le manifeste, puisque nous l'avons écrit avec les équipes de Philippe ensemble, nous l'avons co-construit, elle explique très bien que 4 ans après le lancement des décrets, on va dire qu'il y a quand même un secteur qui a beaucoup profité. Et tant mieux, je le dis, c'est la production, avec entre 350 et 400 millions d'euros qui sont versés chaque année par les SMAD aux producteurs. Et je le redis, nous y étions totalement favorables. De l'autre côté, le service public est fragilisé, attaqué aujourd'hui. Le service public n'édite pas de chaîne thématique. Mais quand on fragilise le service public, on fragilise les producteurs avec lesquels nos chaînes travaillent aussi. Il y a des vases communicants. Alors, face à cette inquiétude, quelles solutions pouvons-nous vous proposer ? Il y a 2 premières pistes qui sont très propres à la télévision payante, qui sont l'export et le piratage. Pour l'export aujourd'hui, et c'est très peu connu, parce qu'on est très TNT-centré en France quand même, quand on rencontre les politiques, quand on rencontre le régulateur, la TNT, bon, ok. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les chaînes TNT, elles ne s'exportent pas, les chaînes thématiques, elles s'exportent beaucoup. Elles s'exportent dans 112 pays dans le monde, mais avec des succès forts, les succès du groupe Trace, de Muséum TV, et de Secom, de Mezzo, des filiales de Canal, des filiales d'M6, qui sont présents sur énormément de pays. Le problème, c'est que le décret CAPSAT aujourd'hui freine l'export. C'est assez paradoxal, et on l'avait dit au moment de l'écriture de l'article 22.2 du décret, pardon d'être un peu technique, mais en fait, c'est un frein à l'export. Parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, il nous empêche d'acquérir des droits pour aller les porter à l'intérieur de nos chaînes, à l'international. Donc c'est un sujet qu'on a expliqué au régulateur, qu'on a expliqué à la DGMIC, et nous allons écrire et saisir la ministre de la Culture cette semaine pour lui demander une modification de cet article 22.2 du décret, à l'instar de ce qui a été fait pour les producteurs. À Annecy, les producteurs ont dit « l'animation va mal, l'animation va très mal, il faut faire quelque chose ». Quelques semaines après, on a saisi la Commission européenne pour modifier le décret SMAD. Eh bien, chiche, on fait pareil avec les chaînes thématiques. On modifie le décret
de façon à ce qu'un de nos ballons d'oxygène, qui est l'export de programmes de télévision, de chaînes de télévision, puisse avancer. Parce que l'export de nos programmes, c'est quand même du soft power, c'est aller sur des zones où on est très challengé dans la culture française. Lorsque Mezzo s'exporte en Afrique ou en Asie ou dans le nord de l'Europe, c'est avec nos quotas, c'est avec nos contenus. Donc nous, on demande à ce qu'il y ait une évolution sur ce sujet, d'autant plus qu'on bénéficie d'une merveilleuse locomotive. À l'international, c'est le groupe Canal+. Le groupe Canal+ est présent dans le nord de l'Europe, il est présent en Asie avec Viu, il est présent en Europe centrale avec M7, il est présent évidemment via récemment le rachat de MultiChoice. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on a une locomotive formidable, mais le problème, c'est que nos chaînes sont entravées. Je salue l'arrivée, monsieur le député Jérémy Patrier-Létus, vice-président de la Commission des affaires culturelles et d'éducation de l'Assemblée nationale. Donc le premier sujet, c'est comment on change les règles pour qu'on puisse mieux s'exporter. Le deuxième sujet, alors on a un super spécialiste dans la salle avec Laurent Lafont, c'est le piratage. Le piratage, c'est la gangrène absolue de notre secteur. C'est vraiment notre sujet dans la télévision payante le plus inquiétant. On fait face, dans le piratage, à une économie criminelle organisée. On parle du narcotrafic beaucoup en ce moment, c'est à peu près les mêmes qui font du piratage audiovisuel avec le blanchiment et les moyens qui sont mis derrière. Le piratage, il exploite les serveurs IPTV, les DSN alternatifs, les VPN. Je note au passage quand même, je ne veux pas m'acharner sur Free parce qu'il distribue bien les chaînes, mais que récemment, Free a mis à disposition de ses abonnés un VPN gratuit. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai une petite idée quand même. Et ensuite, des boîtiers illégaux qui peuvent être intégrés au Smart TV. Conséquence pour nous, de la perte d'abonnés, évidemment, de la fragilisation de tout le modèle du sport, puisque à partir du moment où les droits télé baissent, la valeur du sport baisse, le financement du sport amateur baisse, donc toute la filière du sport est touchée, et évidemment les contenus audiovisuels qui touchent nos distributeurs. Tous ces chiffres, je vais passer rapidement dessus parce que vous les connaissez quand même et ils sont largement détaillés dans le rapport et que je ne voudrais pas être trop long. Mais grosso modo, si on ne fait rien, l'Arcom estime qu'en 2027, la perte de chiffre d'affaires au-delà de ce qui est là, c'est 600 millions d'euros pour le secteur. 600 millions d'euros. Vous avez les chiffres en tête de tout à l'heure. Vous imaginez l'impact. Il est clair, c'est la disparition de chaînes et l'affaiblissement de notre modèle de financement du sport. Donc la loi de 2021 a permis de faire un certain nombre de choses, notamment les blocages dynamiques, les accords FAI. Mais je vous promets, les pirates, ils innovent plus vite que la loi. Ils proposent même maintenant des services après-vente. Je vous rassure, je ne suis pas abonné, contrairement à M. Deloglu, qui lui a dit qu'il était abonné à un service IPTV, fait toujours plaisir. Je ne peux pas m'empêcher de le citer à chaque fois. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez un service d'IPTV, vous pouvez appeler un service après-vente, par exemple. Quasiment les mêmes services que ceux qui sont offerts par les opérateurs officiels. Donc, les demandes de l'Access sont en fait assez simples. D'abord, un renforcement des blocages IP automatique, parce que c'est ça le problème aujourd'hui et en temps réel. Des mécanismes de réponse rapide à l'anglaise, une stratégie, follow the money, mais c'est l'expression, de façon à couper les paiements, d'interdire les régies, de faire de la publicité pour les offres illégales. Une protection juridique du signal qui n'existe pas aujourd'hui, et l'intégration des dépenses anti-piratage, ça c'est pour l'Arcom, mon petit message pour Romain et Antoine, dans les dépenses qui seraient intégrées dans l'assiette des obligations du décret CAPSAT. Donc ce qu'on demande en fait, et c'est écrit tout en bas, c'est une mise à l'agenda rapide de la loi du sénateur Laurent Lafont qui a été votée en juin au Sénat. On est en novembre, ça fait 5 mois. Alors je sais que c'est un peu compliqué en ce moment, mais ce qu'on souhaite,
c'est que cette loi soit mise à l'agenda. Elle n'est pas dans l'agenda parlementaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Or, nous, on a développé des outils, on a développé énormément d'outils pour être au rendez-vous et pour lutter. Et on ne peut pas les développer parce que la loi n'est pas votée. Donc nous saisirons la ministre des Sports aussi cette semaine pour lui demander que la loi soit intégrée rapidement, je sais que c'est en discussion, dans l'agenda parlementaire. Alors les autres freins majeurs, ils concernent en fait tous les diffuseurs, et je vais passer assez vite, parce que l'AFA a fait un très bon travail sur le sujet sur lequel nous sommes alignés. Aujourd'hui, les chaînes thématiques françaises, elles supportent principalement des quotas très élevés, des contraintes un peu bizarres. Figurez-vous que sur une chaîne thématique, on ne peut pas diffuser de cinéma le samedi soir. Ça vient de la loi de 86. Alors c'est sûr, quand vous rentrez chez vous le samedi soir, vous ne pouvez pas vous connecter sur Netflix ou Disney+, Philippe est parti, j'en profite, et regarder des milliers de films. Donc les concurrents ont le droit à diffuser des films, nous non. Enfin, sauf des films d'art et d'essai ou des films de moins de X entrées qu'on a financés en amont. Mais grosso modo, si vous diffusez des bons films le samedi soir, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, on a des plateformes étrangères qui n'ont pas d'obligation, les plateformes digitales notamment, un acteur comme YouTube qui n'a pas de contraintes, qui diffuse souvent n'importe quoi, et là aussi sans protection, et là aussi sans règles, et là aussi sans financer vraiment les contenus en amont. C'est facile de financer à travers de la pub quelques opérations spéciales, mais ça ne finance pas la création. Et qui sont face à nous et qui expliquent qu'ils financent, ce qui pour nous n'est pas vrai, puisque je considère que YouTube aujourd'hui, contrairement à ce qui a été dit et répété partout dans la presse, ne finance pas la création comme les chaînes de télévision le font. Donc nous demandons un certain nombre de choses pour alléger nos contraintes. D'abord d'abaisser les quotas pour les chaînes du CAPSAT à 50% d'œuvres européennes, passer de 60 à 50, d'uniformiser les règles et la définition des œuvres européennes, et puis aussi de voir si les décrets, comme on l'a expliqué, peuvent prendre en compte notre spécificité. Et je le redis en attendant l'arrivée de Martin Jdari, nous demandons à l'ARCOM de changer sa position historique sur le sujet. Nous demandons solennellement, une fois de plus à l'ARCOM, d'accepter de conventionner les chaînes en tête-à-tête, en direct, sans avoir besoin d'accords interprofessionnels. Ça fait 4 ans qu'on essaie de faire des accords interprofessionnels. Il y en a eu un seul accord interprofessionnel dans les chaînes thématiques sur lequel on réussit, et ce sont les chaînes de NBC Universal, ont réussi à se mettre d'accord avec les producteurs. Donc c'est clair, il n'y aura pas d'accord. Donc nous nous retrouvons avec des règles qui ne sont pas adaptées ni à notre modèle économique, ni aux thèmes que nous traitons, et donc nous subissons une concurrence déloyale encore plus forte parce que les décrets ne peuvent pas être modifiés. Sur la publicité, je ne vais pas vous faire toute la litanie, elle est connue par cœur sur l'ouverture du secteur de la promotion de la distribution, mais aujourd'hui c'est un sujet qui semble largement bloqué. Idem sur les obligations de transparence des plateformes, sujet qui n'est toujours pas adressé, et bien sûr une absence totale de symétrie avec les grandes plateformes digitales, des réseaux sociaux, les YouTube, les TikTok, et tous les réseaux sociaux, Insta, Facebook, qui ont des règles qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, on était nombreux dans la salle à être réunis pour un conclave très intéressant, convoqué par la DGMIC, l'ARCOM, pour présenter l'étude d'un cabinet qui s'appelle PMP Stratégie. Franchement, c'était super, à se tirer une balle en sortant, tellement c'était pessimiste. Ça expliquait que le digital allait en fait capter la moitié, plus de la moitié du revenu incrémental de la publicité. C'était il y a 2 ans. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé depuis? Absolument rien. Absolument rien. Ça fait 2 ans qu'on sait que les plateformes digitales ont des conditions d'exercice qui n'ont rien à voir avec les nôtres et qu'elles vont détruire de la valeur et la capter pour elles sans financer la création. Eh bien, il ne s'est rien passé. Rien du tout. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, nous demandons aujourd'hui à nouveau l'ouverture du secteur de la promotion de la distribution sur les chaînes de télévision,
l'allègement des contraintes, qu'on puisse avoir une durée plus longue des écrans publicitaires, qu'on puisse faire des écrans uniques. Vous savez, quand on fait mon métier, on répète. Bon, ça fait 5 ans que je répète. Peut-être qu'on va y arriver. Et bien sûr, la transparence des revenus publicitaires des plateformes. Alors, pour finir, soutenir les chaînes thématiques, c'est préserver la diversité éditoriale et tous les thèmes que vous avez vus tout à l'heure derrière ces petits logos, financer la création française, protéger les ressources du sport, garantir un accès éditorialisé et contrôlé à l'information et à la culture, important, éditorialisé et contrôlé, les deux mots ont une force, et diffuser le soft power français à l'international. Donc nos demandes, je les répète, d'abord de moderniser la régulation, nous appelons à un choc de régulation. Il faut que ça bouge, il faut vraiment que ça bouge. Je le dis devant le régulateur, je l'ai dit aussi à la DGMI qui est au cabinet, je le dis aussi devant les élus. On ne peut pas laisser les chaînes thématiques voir leur situation se dégrader sans agir. Il faut rapidement que la loi sur le piratage passe à l'Assemblée. Et la dernière chose, c'est qu'il faut libérer le potentiel international des chaînes. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous demanderons à ce que la ministre intègre rapidement une modification de l'article 22.2 de l'article du décret CAPSAT. Voilà, en conclusion, on pouvait recharger notre rapport, notre manifeste. Ce sursaut réglementaire, j'espère qu'il sera entendu. Sinon, il y a toute une partie de l'écosystème de la télévision payante qui disparaîtra. Je vous le rappelle, 400 licenciements cette année, 8 chaînes qui ont quitté les écrans. J'espère que l'année prochaine, je n'aurai pas les mêmes chiffres à vous annoncer. Mais ça ne dépend pas de nous. Le constat, il est fait. Ça dépend du régulateur, ça dépend des élus, et ça dépend de la ministre. Voilà, je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté. Pardon, j'ai été un peu long.